Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'échiquier international consacré aujourd'hui à Gaza. Et comment ne pas le faire, vu la situation catastrophique sur le plan humanitaire, militaire, sécuritaire. Enfin bref, dans un contexte global, Gaza est en train de souffrir. Les portes de l'enfer s'ouvrent donc à Gaza. Et ça, c'est peu dire, vu ce qui se passe. Tous ces Gazaouis qui sont en train de mourir. 120 journalistes tués depuis la reprise de l'agression sur cette enclave. Nous allons revenir ce soir avec vous sur ce qu'on appelle ce pacte sur Gaza, la transaction du siècle, comme on l'a appelé, et on va le voir aujourd'hui avec notre invité tout de suite. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Arafat Habib, professeur en sciences politiques et analyste des questions internationales depuis Tunis. Arafat Habib, bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir toujours d'être sur votre chaîne et de parler directement au peuple algérien. Plaisir partagé, Monsieur Arafat Habib. Alors, Monsieur Arafat Habib, il y a quand même pas mal de choses à dire sur Gaza. Ce qui se passe aujourd'hui est hors du commun. On voit, c'est-à-dire de manière flagrante, très ouverte, décomplexée, un génocide à ciel ouvert, alors que c'était une prison à ciel ouvert et on ne s'était pas contenté de ça. Aujourd'hui, nous assistons carrément à un génocide international au vu et au su de tous. Est-ce que finalement, la transaction du siècle, comme on l'a appelée, est en train d'être mise en pratique, si elle n'a pas déjà commencé depuis belle lurette? Elle a commencé, mais elle souffre justement, dans le sens où il y a encore des résistances réelles dans la région. Vous avez parlé de Gaza. Gaza, jusqu'à maintenant, n'a pas levé encore le drapeau blanc, elle n'a pas reconnu ce que les Israéliens attendaient d'elle, ça veut dire une sorte de reddition totale et d'acceptation de la Pax israélienne. Donc jusque-là, les Palestiniens résistent, il ne faut jamais l'oublier. Et dans leur résistance, il y a aussi une érosion à l'intérieur de l'entité sioniste, dans laquelle nous avons remarqué ces derniers temps une véritable levée de bouclier contre Netanyahou et sa politique génocidaire. Oui. De même, nous sommes en train aussi de remarquer que dans le camp occidental, il y a quand même des fissurations qui sont en train d'apparaître aujourd'hui. D'un côté, nous avons l'Europe qui est en train maintenant d'essayer de se désolidariser d'Israël petit à petit, et d'un autre côté, les États-Unis qui, dans leur politique hégémonique et surtout leur volonté de trouver des accords avec certains pays du Golfe, voudraient bien avoir des trillions de dollars pour renflouer les caisses vides de l'Amérique, vont essayer peut-être dans les temps prochains à pousser Israël vers l'acceptation d'un cessez-le-feu. Et même, il reste encore l'Iran, et il reste aussi des pays arabes qui n'ont pas accepté ce grand deal qui voudrait que la Palestine soit la monnaie d'échange entre d'un côté les Américains, d'un autre côté certains pays arabes qui voudraient bien aller dans la politique de paix ou de reddition face à Israël. Je pense que les choses ne sont pas encore réellement jouées, et contrairement à beaucoup d'autres qui croient que l'opération Toufan al-Aqsa s'est achevée, moi je suis de ceux qui disent que nous sommes encore en plein dans la bataille, et vous savez ce que les Palestiniens sont en train de vivre aujourd'hui, ce massacre, comme vous l'avez vu, devant les caméras assez ouvertes et devant l'ensemble de l'humanité. Moi, je pense que d'autres pays, dans le passé, ont payé aussi le prix cher pour se débarrasser définitivement du colonialisme et de l'impérialisme. Au Maghreb arabe, entre l'Algérie, la Tunisie, nous avons vécu des périodes encore plus sombres que celles que Gaza est en train de vivre. Aujourd'hui, ne l'oublions pas, nos peuples ont été les premiers qui ont subi les expériences des armes chimiques et même de l'arme nucléaire. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui peut donner maintenant un véritable soutien aux Palestiniens en étant lui-même une victime de l'impérialisme et de la colonie, c'est bien nous, les Maghrébins, parce que nous avons résisté et on a fini par gagner la bataille.
C'est vrai que j'avais envie de dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui réellement à Gaza, en dehors du fait de dire que c'est normal ou anormal, que c'est une situation soutenable ou insoutenable. Je ne parle pas de cet aspect qui est très clair et là, on n'a pas besoin d'adjectifs ni de commentaires. Je veux dire, qu'est-ce qui se prépare pour les Gazaouis? Que mijote-t-on aux Gazaouis aujourd'hui? Nous sommes à la fin du cycle de la violence. Oui. Que voudrait réaliser maintenant Netanyahou? Qu'est-ce que pendant 18 mois il a essayé de réaliser et qu'il n'a pas réussi à faire, à réaliser? Il a tout fait Réellement, finalement. absolument. Il y a dans cette vie, dans cette expérience de l'humanité, quelque chose qu'on appelle les limites de la puissance. Ils ne peuvent pas aller plus loin, ce n'est plus possible. Maintenant, vous avez un peuple palestinien qui, au bout de 18 mois, a décidé de résister, quitte à mourir debout. Est-ce que vous pouvez vaincre ça? Est-ce que vous pouvez vaincre cette volonté de résister jusqu'au bout? Moi, à mon avis, ce n'est pas possible. Mais en même temps, nous déplorons aussi ce silence et surtout cette connivence qu'il y a de la part des régimes arabes dans la région qui voudraient réellement en finir avec Gaza, bien plus que les Israéliens eux-mêmes. Parce que ce que Gaza a montré au monde, c'est qu'il y a maintenant des gens qui s'inscrivent dans les logiques américaines, dans les logiques impérialistes, et d'un autre côté, vous avez le peuple qui voudrait saisir cette occasion historique qui s'offre au niveau de l'humanité avec la multipolarité pour exiger leur libération et leur sortie de l'ordre américain, lequel, depuis la chute de Bagdad, en passant par le soutien à Daesh et aux terroristes, n'a fait que mener notre région vers des massacres et vers des cycles de violence qui n'en finissent pas. Justement, Arafat Habib, est-ce que vous pensez que par cette résistance, voire des Palestiniens, voire inattendue, parce que est-ce qu'on pensait réellement que les Palestiniens allaient résister de cette manière? Parce que quand même, on est à presque une année et demie de bombardements, de raids acharnés, de violences, je dirais d'assassinats ciblés sur des Gazaouis, mais qui refusent quand même, qui refusent surtout de quitter leur terre. Est-ce qu'on s'attendait à cette sorte de résistance? Et est-ce que cette résistance en soi, qui peut-être n'a pas été calculée de la manière la plus apte par ceux qui calculent, qui savent bien, très bien le faire, n'a pas mis en échec justement tous les comptes qu'ils avaient fait auparavant? Ah oui, bien sûr. Il y a maintenant des lectures que nous suivons au niveau des think tanks américains, notamment des think tanks les plus, disons, à droite, les plus conservateurs, qui disent clairement que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est une leçon pour l'humanité. Pourquoi ce peuple si pauvre, si démuni, si honni par les quelques peuples dans la région arabe, notamment dans le Golfe Persique, qui vit sur une bande de terre qui est considérée par les Américains et par les Occidentaux comme étant une région inhabitable, tellement elle est pauvre, tellement elle n'a pas de ressources. Il se pose une question, pourquoi cet attachement qui va au-delà même de la rationalité la plus basique. Pourquoi ils tiennent autant à cette terre? Et là, justement, c'est une question de hiatus anthropologique, de hiatus culturel entre, d'une part, des peuples qui savent réellement qu'ils appartiennent à cette terre et que sans cette terre, ils ne seraient absolument rien. Et d'un autre côté, nous avons des peuples occidentaux qui n'ont pas encore réellement pris la leçon et compris la leçon de leur occupation de nos territoires. Rappelez-vous, madame, très très bien, quelles étaient les journées les plus dures de la résistance algérienne? C'était les derniers jours juste avant la libération. Donc, à la fin, que se passe-t-il? La force coloniale, la puissance colonisatrice met tous ces moyens pour en finir parce que le temps maintenant compte et le temps presse pour les Israéliens. S'ils n'arrivent pas, s'ils ne parviennent pas d'ici le mois de mai, une date qui est donnée par Trump pour visiter la région, je pense que si d'ici là les Palestiniens tiennent le coup, les Israéliens vont devoir reconnaître que tous leurs actes de massacre contre les Palestiniens n'ont servi absolument rien et au contraire, ils vont donner une véritable légitimité à la lutte de libération nationale en Palestine.
C'est vrai, lorsque vous dites que le temps presse pour les Israéliens, on se pose la question de quelle manière? Alors, est-ce que parce que le temps presse, on doit tuer un maximum de Palestiniens parce qu'on sait que la fin ne sera pas à la guise de ce que l'entité sioniste avait prévu, elle et ses alliés, c'est ça? Oui, parce que vous savez, la guerre, comme le dit Clausewitz, n'est qu'une manière de faire de la politique, mais avec d'autres moyens. Aujourd'hui, les Israéliens essaient de changer la donne politique, l'équation politique de la région, en essayant d'user au maximum de la force et de la puissance de tuer. Or, il s'avère que jusque-là, c'est vrai que nous sommes en train de donner des milliers de martyrs par semaine, par mois, et qu'on risque dans les temps à venir vraiment de ressentir la douleur de ce massacre dont nous payons le prix. Mais j'estime qu'en même temps, au niveau politique, c'est ça le plus important, in fine. Au niveau politique, les Israéliens n'ont absolument rien gagné. Absolument rien gagné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu un seul de leurs prisonniers qui a été libéré sous la contrainte et sous les armes. Ça veut dire tout ce qui a été utilisé contre les Palestiniens n'a même pas servi à la libération d'un seul prisonnier. Il n'y aura de libération de prisonniers, il n'y aura de négociations sur la reconstruction de Gaza, il n'y aura d'accord sur la manière avec laquelle va être gérée la bande de Gaza par une autorité palestinienne que lorsque les Israéliens vont se retirer, ils vont se mettre autour d'une table pour négocier. Cela veut dire que, oui, cela veut dire que ce jour est à venir, qu'on peut toujours espérer, vu la cadence avec laquelle fonctionne la violence sioniste aujourd'hui sur les Razaouis, et surtout vu qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, un certain silence, on va dire un certain silence. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un silence, par exemple, d'impuissance, ou un silence réellement de complaisance? Il y aurait des parties que... Une alternative aux deux. Il y a probablement aussi des forces dans la région qui ont reçu des coups assez durs et qui essaient maintenant de se réorganiser. Suivez mon regard, plutôt le Liban. Oui, bien entendu, oui. Bien évidemment, si le Liban se relève, après les deux coups durs que le Hezbollah a subis, la chute du régime à Damas et le martyre de Saïd Hassan Nasrallah, je pense que les Libanais, s'ils reviennent dans la course et que la résistance se réorganise dans le sud du Liban, je pense qu'Israël serait sorti de cette phase historique qui lui a permis de se sentir dans une certaine mesure comme libéré d'un joug qui lui pesait énormément. Mais j'estime que les choses vont devoir changer. Ce qui s'est passé a été certes une véritable victoire sécuritaire de la part d'Israël, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut dire aucunement que la bataille s'est achevée. Attendons un peu ce que les Américains vont proposer dans leur rapport avec l'Iran. S'ils vont passer à l'attaque, et bien sûr, c'est Israël qui sera le premier pays à recevoir les premières réactions iraniennes, ou bien on serait devant une sorte de règlement pacifique de la question iranienne avec probablement un accord entre Trump et les leaders de la République islamique. Nous sommes face à ce qu'appelle Clausewitz comme l'incertitude totale. Et l'incertitude est une arme de guerre. C'est une alignée de puissances qui sont très actives sur le terrain. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, chacun des deux belligérants ont des cartes maîtresses à utiliser, et attendant les quelques jours à venir, notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure, la visite de Trump dans la région, qui peut être soit le prélude à une forme de réorganisation des relations dans la région de manière pacifique, soit nous allons entrer dans le véritable enfer, et ce ne sera pas un enfer qui tombera des bombardiers américains et israéliens, ce sera probablement un enfer des deux côtés.
C'est-à-dire qu'on peut aller vers un embrasement, c'est déjà le cas, hein, parce qu'on voit que la Syrie est touchée, le Liban est souvent quotidiennement, ou quasi quotidiennement, attaqué par l'entité sioniste. Est-ce que c'est vraiment ça, vers cette situation d'embrasement qu'on veut aller? On veut enflammer tout le Moyen-Orient et réellement, on va vers une reconfiguration du Moyen-Orient tel que l'ont souhaité les projets et les études qui ont été faites par le passé, c'est-à-dire le grand Moyen-Orient, mais à la sauce israélienne. Ah, ça a été fait que lorsque les Américains étaient l'unique puissance, c'était du temps de la monopolarisation du monde, Oui. qui n'est pas aujourd'hui. Maintenant, vous savez, C'est plus en même difficile temps, aujourd'hui? vous avez Netanyahou qui est à Washington, mais vous avez aussi une réunion tripartite entre l'Iran, la Chine et la Russie à Moscou. Donc, non, c'est fini. Maintenant, on parle d'un monde multipolaire dans lequel tous les acteurs ont des cartes à jouer, des cartes maîtresses parfois à jouer. N'oubliez pas que maintenant, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, hein, qui va du Yémen en passant par Gaza jusqu'au Liban pour rejoindre par la suite Bagdad et l'Iran, cet axe-là, maintenant, il tient deux des plus grands passages maritimes mondiaux. Et vous savez, les passages maritimes mondiaux dans la conception géopolitique anglo-saxonne, ce sont les points clés pour la domination des mers et donc de la domination du monde. Donc s'il y a un embrasement, sachez-le, madame, ça ne va pas être un embrasement dans lequel les Israéliens et les Américains seraient à l'abri des surprises qu'il y a dans la région. Nous ne sommes pas encore dans l'embrasement. Et j'espère qu'on n'y va pas. J'espère que les Américains, avec la leçon qu'il y a eu aujourd'hui et la fin de la semaine dernière dans les marchés mondiaux, vont comprendre que le monde a réellement changé et que maintenant, il ne s'agit plus d'imposer au monde la volonté, l'unique volonté américaine, même si malheureusement, je dois faire le constat dans le monde arabe et surtout dans le Golfe arabe, les Américains se présentent encore comme les acteurs majeurs de l'équation politique. Ce qui n'est plus le cas ailleurs dans le monde, ni en Asie, ni même en Afrique, ni même en Amérique latine. Et bien évidemment, ce n'est plus le cas en Europe. C'est très bien, l'affaire Tabib, finalement, mais on a du mal quand même à être optimiste lorsqu'on voit, par exemple, que la façon avec laquelle Gaza est réduite à terre, complètement rasée, alors que très peu de voix se sont élevées, et même s'il y a des voix qui se sont élevées, il y a quand même une impuissance à agir, à sanctionner un État voyou, un État qui pratique le terrorisme d'État, puisque c'est comme ça qu'on va le dire. Donc, est-ce que réellement être optimiste aujourd'hui serait un peu être fou? Parce qu'on voit réellement qu'il y a du silence. On ne peut pas... Est-ce que dans cette multipolarité que vous avez donc citée, réellement, il pourrait y avoir, si vous voulez, un inversement des choses ou des surprises? Vous savez, madame, lorsque les Américains sont partis en Irak en 2003, ils ont écrasé le peuple irakien et ils ont fait, ils ont laissé des massacres sur le terrain. On parle d'un million En de martyrs. Afghanistan également. 8 ans après, que ce qui s'est passé, les Américains étaient dans l'obligation de quitter ce pays. J'ai lu dernièrement certains textes sur la résistance algérienne. Vous savez que ce que les Français avaient fait contre le peuple algérien, vous croyez qu'il y a eu beaucoup de peuples dans le monde qui ont soutenu l'Algérie? C'était presque un massacre aussi à ciel ouvert. Et même des pays occidentaux avaient soutenu. Ils ont donné des P-52 pour que la France puisse bombarder et brûler toutes les villages. zones rurales, les Mechta et les villages. La France a procédé à des essais nucléaires sur le territoire algérien. Et pourtant, est-ce que les Algériens ont vraiment eu besoin d'un soutien international? Les maquisards, les moudjahidines recevaient des armes directement de l'armée française et les achetaient aux mercenaires français. Donc, vous savez, madame, c'est vrai que parfois, les images, je pense que certaines chaînes arabes n'ont fait que nous présenter les massacres afin d'influencer un peu notre situation. C'est vrai que nous avons des cœurs, c'est vrai que nous sommes réellement les personnes qui sommes les plus touchées par ces massacres. Mais en même temps,
nous gardons la tête froide, parce que l'histoire ne s'écrit pas dans les rapports des martyrs quotidiens. L'histoire s'écrit par des mouvements qui sont extrêmement lourds. Et l'une des choses qui ressort dans ces 18 mois qui sont passés à Gaza, c'est que lorsqu'un peuple décide de résister pour arracher son droit à l'indétermination et à la souveraineté, eh bien, il doit payer le prix très très cher et surtout, il ne doit compter que sur ses propres capacités et sur ses alliés sûrs. Vous savez, madame, lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé maintenant dans le monde musulman, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la rue arabe, et certains pays, vous vous rendez compte que la question palestinienne, elle n'est pas vivace chez les gouvernants, chez les rois de clés, les cheikhs des entités dans certaines régions arabes. Elle est plutôt présente chez les peuples et surtout chez les peuples qui ont connu ce qu'est une lutte de libération nationale. Donc, luttons encore. Je le dis en étant certain que ça peut faire mal, mais je le dis quand même, luttons encore, parce que cette fois, nous n'avons pas affaire à un colonialisme classique, nous avons affaire à un colonialisme implantationniste qui est soudé par des représentations religieuses totalement foireuses et qui sont soutenues par des églises qui peuvent être extrêmement violentes dès qu'il s'agit de notre monde musulman et arabe. Finalement, Rafat Habib, l'idée que vous formulez est excellente, mais elle ne se fera pas donc sans le prix du sang. Et ça, je crois que les Razaouis l'ont compris plus cette fois-ci que les fois précédentes. Mais est-ce que vous ne pensez pas réellement que nous assistons aujourd'hui, impuissants, tous comme on est, au fait que Gaza est devenu, si vous voulez, l'agneau qui est sacrifié à l'autel des enjeux géopolitiques des puissants de ce monde qui absolument mettent Gaza dans leur projet, celui d'une Riviera. Alors chasser tout un peuple, déportation, génocide pour une Riviera, est-ce que cela est raisonnable? Ah non, totalement. Alors bon, si vous voulez l'image de quelqu'un qui aurait zéro en termes de relations internationales, de géopolitique et de culture générale, ce serait bien Trump. Hein. Personnellement, je ne voudrais pas l'avoir dans ma classe. Et pour cette idée foireuse de voir Gaza transformée en Riviera, d'accord. Mais avec les Razaouis. Oui, surtout pour un promoteur immobilier aussi véreux que Trump. Je vais vous dire quelque chose, madame. Cette guerre, elle n'est pas uniquement sur Gaza. Elle est sur l'ensemble du monde arabe. Elle est sur l'ensemble des pays qui sont encore dans une sorte de front de résistance et de souverainisme. Vous savez, les chaînes israéliennes, pendant au moins 3 ou 4 jours, n'ont fait que passer les grandes manifestations qu'il y a eu dans les capitales arabes et dans les villes arabes, notamment à Alger, à Rabat, je crois, à Tunis, où aujourd'hui il y a eu une manifestation monstre, on n'a jamais vu ça depuis des années, et dans d'autres pays arabes. Et il y a bien sûr des rapports qui leur viennent de certaines régions, par exemple, comme en Égypte, comme en Jordanie, où ils savent pertinemment que les choses sont en train de bouger. De même, les Israéliens, en tentant cette grande opération d'intelligence contre la Syrie et leur succès à chasser Bachar Assad du pouvoir à Damas, ils ont créé maintenant une sorte de région grise dans laquelle on est en train de voir se développer une nouvelle forme de résistance anti-israélienne. On l'a vu ces derniers jours. Donc ne croyez pas qu'il s'agit d'une bataille qui est seulement circonscrite à la bande de Gaza. C'est une guerre contre l'ensemble du monde arabe et surtout contre les peuples qui, dans ce monde arabe, représentent quelque chose encore et qui ont encore ce qu'on appelle le capital symbolique, comme les Algériens, comme les Tunisiens, comme les Irakiens ou autres. Donc, cette guerre, elle n'est pas aussi simple qu'on le croit. Elle est complexe, elle est compliquée. Il y a dans cette guerre une équation d'une extrême complexité. Et je pense que Israël n'est pas en train réellement de réaliser ce qu'elle avait voulu grâce à cette guerre. Ça veut dire une forme de reddition de l'ensemble du monde arabe et l'acceptation de la toute-puissance israélienne. J'ajouterai quelque chose qui me semble d'une extrême importance. C'est que maintenant, les Palestiniens ont payé le prix fort. Il s'agit maintenant, comme on dit en rugby, de
transformer l'essai. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils sortent sans avoir brandi le drapeau blanc, et on va reconnaître que ce peuple-là est un peuple qui est digne du respect de l'ensemble de l'humanité, et il va même se transformer en symbole, en pays symbole, en peuple symbole, en nation symbole de la résistance face à la volonté des plus grandes puissances, et surtout, Oui, vous avez tout à fait raison parce que jamais, je crois, auparavant, Raza ou les Razaouis n'ont démontré autant que ce le fut maintenant, que c'était un peuple hors norme, qu'il a déconstruit par cette guerre. C'est vrai qu'il a payé très cher, mais il a déconstruit, si vous voulez, tous les stéréotypes sur lesquels se reposait l'antitétionniste, et à savoir l'antisémitisme, et à savoir un peuple qui a le droit de se défendre. Oui, allez-y, juste pour terminer. Oui. Voilà, il y a autre chose. Oui, ce sont ce qu'avançaient à un certain moment les Européens et les Occidentaux comme discours sur les droits de l'homme. Tout ceci a été carrément soufflé par la résistance du peuple palestinien et par les massacres d'Israël. Très bien, Monsieur Arafat Habib. Donc, un mal pour un bien. En tous les cas, on aurait souhaité que ça se fasse autrement pour nos frères à Raza. Je vous remercie beaucoup, Arafat Habib, d'avoir été avec nous, même si d'autres questions restent en suspens dans nos têtes. Bien sûr, on se fera notre rendez-vous pour les poser et y répondre avec vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Je vous rappelle que était avec nous Arafat Habib, expert en questions internationales, professeur de sciences politiques. Au revoir.